Beyrouth et vous retrouvez Joseph Baout. Est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien, merci. Merci beaucoup de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le directeur de l'Institut Issam Fares de politique publique et de relations internationales à l'Université américaine de Beyrouth au Liban. Donc, qu'est-ce que cet accord trouvé entre Israël et les groupes palestiniens en vue d'un échange otages contre prisonniers et d'une trêve dit, selon vous, du rapport de force après près de 50 jours de guerre ? Je crois que la conclusion immédiate aujourd'hui, c'est que d'abord, il y a une sorte de répit pour la population palestinienne de Gaza, évidemment, un répit bienvenu après pratiquement 50 jours de martelage, de bombardements intensifs, mais aussi ça montre que quelque part Israël a dû enfin négocier quelque chose, puisque c'est quand même dans la doctrine israélienne d'habitude de ne pas ouvrir la porte à des négociations sans y être contrainte. Évidemment, pour le Hamas aussi, c'est une sorte d'acceptation que la campagne israélienne était devenue extrêmement douloureuse pour la population de Gaza. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi quelque part une volonté internationale américaine, très précisément, et peut-être un tout petit peu arabe, de commencer à mettre un frein à toute cette opération et peut-être à commencer à trouver une issue politique à travers, bien sûr, des négociations indirectes. Mais sinon, il faut rester quand même très prudent. D'abord, c'est un échange partiel. Deux, il va falloir voir si la trêve tient pendant 5 jours. D'autre part, les généraux israéliens ont déjà annoncé que la guerre reprendrait tout de suite après. La question pour nous, ici à Beyrouth, est aussi une autre paire de manches, c'est de savoir si, pendant cette trêve, la tension avec la frontière libanaise, la tension au sud du Liban, va décroître ou au contraire continuer sur le même rythme. La nuit passée, il y a eu pas mal d'opérations anti-américaines en Irak et en Syrie. Ça pourrait augurer du fait que le front de Gaza pourrait se calmer, mais d'autres fronts pourraient aussi s'embraser. Mais en gros, je dirais qu'on commence un tout petit peu à mettre de la dynamique politique dans tout ça. C'est la première fois qu'il y a une sorte de décrue dans la violence, que le gouvernement israélien commence un tout petit peu à ouvrir des brèches de négociations ici et là, mais aussi ça montre, comme nous l'avons dit, que le Hamas commencerait à être un tout petit peu fatigué aussi. Vous l'avez dit, les autorités israéliennes affirment que les combats, les bombardements reprendront après la trêve, si toutefois la trêve a lieu. Est-ce que jusqu'ici, la stratégie militaire israélienne qui vise à, selon elle, détruire le Hamas, qui a massacré 1200 personnes et enlevé 240 autres le 7 octobre, a fonctionné, selon vous ? Écoutez, en fait, ça dépend beaucoup de ce que sont vraiment les buts de guerre israéliennes. Là, on rentre un tout petit peu dans l'aspect politique israélien, intra-israélien. Vous savez que depuis le début de la guerre, il y a une sorte de, je ne vais pas dire de cacophonie, mais des divergences au sein de la direction israélienne sur les buts de guerre. Alors, on a commencé par dire qu'il s'agit d'éradiquer le Hamas. Aujourd'hui, pratiquement tous les spécialistes et les analystes commencent à se poser des questions sur la pertinence de ce concept et son opérationnalité, je dirais. Il y a eu aussi le but libérer les otages. Bon, là, on y est quelque part, même si partiellement et par petits bouts. Donc là, on peut dire que ça commence à réussir. Et troisièmement, il y avait l'imposition d'une réalité politique nouvelle à Gaza qu'on ne voit pas encore et dont on ne voit pas le bout. Alors là où ça devient encore plus compliqué, c'est qu'hier même, alors que la négociation sur les otages était en cours, il y a certaines voix au sein du leadership israélien qui parlait d'une offensive sur le sud de Gaza dans une phase 2. Et là, on passe à autre chose quand même au niveau politique. C'est un bras de fer qui se dessine avec l'allié principal d'Israël qui sont les États-Unis. Donc je crois que ça devient de plus en plus compliqué de voir clair dans ce que veut Israël particulièrement. Pour le Hamas, bien sûr, ce n'est pas non plus très simple, mais je dirais que c'est plus facile parce que pour le Hamas, il s'agit simplement de survivre, de s'imposer comme une partie de négociation, et ça c'est déjà fait. Dans un deuxième temps, il va falloir voir comment le Hamas va s'arranger pour sauver une grande partie de son leadership, en l'exfiltrant peut-être ailleurs, à Qatar ou quelque part d'autre, ou même en le transférant au sud de la bande. Mais tout ça, c'est la phase 2. Ça montre aujourd'hui que la phase 1 n'a pas complètement réussi. Elle sauve en tout cas l'opinion, elle sauve la bataille avec l'opinion publique israélienne qui sont les otages, même si, il faut le souligner,
la partialité de l'échange, c'est-à-dire 50 otages israéliens aux mains du Hamas contre 150 Palestiniens détenus par Israël, va laisser quand même quelques familles avec un goût amer, puisqu'ils vont probablement se demander pourquoi certains otages sont libérés alors que d'autres ne le sont pas. Vous parliez du Hamas et de son leadership en 50 jours de guerre. Comment est-ce que, et autant de bombardements israéliens et de morts, plus de 13 000 selon le Hamas, est-ce que le rapport des Gazaouis, des Palestiniens au Hamas a évolué? On parlait d'un soutien ambivalent peut-être au début de la guerre. Qu'en est-il à présent? Ça, c'est pratiquement impossible à déterminer. Il faut des sondages, il faut être sur place, il faut faire du terrain. Et ça, personne ne peut le faire. Évidemment, on entend deux choses contradictoires. Si je peux faire une équivalence un tout petit peu limitée avec d'autres endroits, comme par exemple le soutien d'une certaine population vis-à-vis du Hezbollah au Liban, etc., on peut dire qu'il y a toujours dans ce cas d'espèce, dans ces cas-là, un noyau dur qui soutiendra l'organisation, quels que soient ses choix et le prix que ce soutien coûte. Mais aussi, il y a d'autres qui considèrent peut-être qu'ils payent très très cher le prix d'une aventure auquel ils n'ont pas pris part à la décision. Mais je crois que d'habitude, le mécanisme habituel, c'est que plus les bombardements de l'autre partie s'intensifient, plus la douleur augmente et plus on soude la population avec le leadership de facto qui est sur le terrain. Mais impossible de répondre de façon plus précise à cette question. Je crois qu'aujourd'hui, cette question devient un tout petit peu secondaire puisque c'est l'ensemble de la population palestinienne qui est prise dans le bourbier et dans l'étau du brasier israélien sur la bande. Alors les bombardements dans le nord de l'enclave ont forcé plus d'1 million de Gazaouis à fuir vers le sud qui, on le rappelle, dans son ensemble, cette enclave reste cadenassée. Comment est-ce que vous qualifieriez cet exode et pensez-vous que ces civils pourront un jour peut-être prendre le chemin du retour ? Alors, comment le qualifier? Je crois que sans rentrer dans une polémique ou dans des débats de point de vue, je crois que c'est dans le droit de la guerre, c'est purement et simplement un exode forcé. C'est ce qu'on appelle le forced displacement. Je ne dirais pas que c'est un crime de guerre, mais c'est contraire au droit international. Bon, ça c'est un point. L'autre point, c'est les potentialités de retour. Je crois que l'histoire du conflit israélo-palestinien montre que lorsque la partie palestinienne quitte un endroit, elle n'y revient jamais. Bon, là, c'est un cas un tout petit peu particulier puisque c'est un exode au sein même de la bande. Ceci dit, si vous regardez la moindre des photos ou la moindre des vidéos de ce qui reste de la partie nord de la bande de Gaza, on voit très difficilement qu'est-ce qui reste physiquement comme bâtiment pour pouvoir un jour revenir. Je ne sais pas très bien qu'est-ce que cela dit du plan israélien. Est-ce qu'il y a l'idée de créer une zone disons, une buffer zone, une zone tampon au nord d'Israël et de concentrer la majorité de la population au sud, ce serait une catastrophe humanitaire à venir. Vous savez qu'avant même le 7 octobre, la bande de Gaza est l'un des points les plus surpeuplés de la planète. Ça voudra dire aujourd'hui qu'on double pratiquement la densité de population au sud de la bande. Tant qu'on est là, tant que ça reste dans ces proportions ou dans ces limites, c'est peut-être gérable politiquement. Là où ça deviendrait très dangereux pour la région et pour la question palestinienne elle-même, c'est si cet exode se faisait vers l'Égypte. Si à un moment donné, une partie de ces Gazaouis qui fuient le nord de Gaza, vous voyez les images à votre écran, je ne crois pas qu'on pourra revenir de sitôt dans un endroit qui est aujourd'hui complètement détruit comme celui-là. Alors je reviens à ce que je disais, s'ils vont en Égypte, là, ce sera une autre paire de manches. D'abord, ça voudra dire que c'est un exode quasiment définitif. Deuxièmement, il y aura potentiellement des problèmes qui vont se poser à l'Égypte elle-même avec une déstabilisation qui pourrait survenir dans les mois ou dans les années à venir. Donc, tout ça est observé avec beaucoup de précautions. Je crois que c'est une des questions sur lesquelles il commence à y avoir un irritant et une friction assez forte entre les États-Unis et Israël. Les États-Unis qui répètent qu'il ne saurait y avoir de déplacement de longue durée des Palestiniens vers ailleurs, puisque cela mettrait en danger pratiquement la viabilité d'une solution politique pour Gaza. Mais c'est à voir aussi, et c'est très largement indexé sur la durée de la guerre et la reprise des combats après cette trêve de 5 jours, encore une fois si elle tient.
Joseph Baout, malheureusement, le temps nous manque. Vous m'excuserez de balayer plusieurs sujets, mais j'ai une dernière question à vous poser. Qui fait écho à ce dont on parlait il y a un instant. Est-ce que l'armée israélienne a, selon vous, apporté les preuves de ce qu'elle avançait pour justifier ses opérations militaires sur des hôpitaux et encore ces dernières heures autour du camp de Jabalia, à savoir qu'ils abritaient des centres de commandement du Hamas? C'est une question très importante. Elle est très importante, mais là aussi, elle est difficile à conclure. Je crois que ce qu'on a vu, en tout cas pratiquement 90% de l'opinion mondiale, ce qu'on a vu de ce qu'on a découvert dans les sous-sols de l'hôpital Al-Shifa, et je ne veux pas être méchant, mais pratiquement risible et ridicule. En tout cas, ce n'est pas concluant du tout. De l'aveu même de certains officiels israéliens, par exemple Ehud Barak, il y a quelques jours sur CNN, ce sont des tunnels qui avaient été creusés il y a très très longtemps par des ingénieurs israéliens eux-mêmes à l'époque où ils dominaient la bande. Donc il n'y a là rien de nouveau. Ce ne sont certainement pas les centres de commandement principaux du Hamas, dont aujourd'hui même les généraux israéliens affirment qu'ils sont probablement au sud. D'autre part, je répondrai peut-être différemment à votre question en disant que si le but était d'éliminer les têtes, disons, principales du mouvement Hamas, aujourd'hui on est très loin du compte. Les 3 ou 4 figures principales du mouvement à Gaza, à savoir Yahya Senwar, Mohammed Deif, etc., sont encore apparemment en vie. On ne sait pas où ils sont. Donc je crois qu'aujourd'hui le bilan net, disons concret de l'opération israélienne à ce niveau-là est loin d'être atteint. Par contre, pour ce qui est du bombardement massif, de la campagne peut-être de peur, du changement de rapport de force après le 7 octobre, peut-être que c'est réussi. Le coût est énorme et je ne suis pas sûr que les résultats politiques seront au rendez-vous de sitôt. Merci infiniment, Joseph Baout, d'avoir répondu à nos questions contrariées par des problèmes techniques ce matin. Depuis Beyrouth au Liban, vous êtes directeur de l'Institut Issam Fares de politique publique et de relations internationales à l'Université américaine de Beyrouth. Merci encore. On se quitte quelques instants. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct avec Damien Coquet.